Et maintenant, un workshop consacré à l'expérience utilisateur au sein du Modern Workplace. Les endroits où le salarié peut être amené à travailler se multiplient, mais l'expérience de travail doit rester identique dans des configurations qui sont pourtant bien différentes. Un paradoxe que doit réussir à gérer le service IT des entreprises qui veut les entreprises qui veulent mettre en place un management moderne et flexible. Comment, dès lors, créer une expérience de travail fluide pour les collaborateurs? Nous en parlons avec Adélaïde Maillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes account exécutive Digital Workspace chez VMware ou plus simplement spécialiste du Digital Workspace. Et on en parle également avec Cédric Dervaux. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes Country Manager France chez Mobinergy. Alors on va commencer pour introduire en fait ce workshop. On va commencer avec vous, Adélaïde. Donc je l'ai dit, vous êtes spécialiste du Digital Workspace chez VMware. VMware qui propose aux entreprises un socle numérique avec des solutions software defined dans différents domaines, à savoir le cloud, la mobilité, le réseau ou encore la sécurité. 4 grandes thématiques. Et vous proposez notamment la solution Workspace ONE. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de celle-ci ? Workspace ONE fait partie de notre offre Digital Workspace et vise en fait à accompagner les organisations dans la gestion des accès et des terminaux. D'accord. Et donc, on va revenir dessus, évidemment, mais c'est vraiment histoire de comprendre un petit peu vos expertises à l'un et à l'autre. Cédric Dervaux, donc j'ai dit Country Manager France chez Mobinergy. Mobinergy qui conseille et accompagne les entreprises sur différents sujets IT et notamment sur cette question de Digital Workplace. Et Workplace ONE est une des solutions que vous conseillez. Tout à fait, puisqu'en fait, on vient faire de l'orchestration autour de toutes les thématiques qui ont été défendues depuis ce matin. Je suis avec intérêt les différentes tables rondes. On vient utiliser finalement des briques chez les clients. On va les interconnecter entre elles, on va leur donner du sens et on va révéler cette expérience utilisateur. Eh ben, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet tous les trois. Donc, on l'a souvent répété dans la presse et depuis ce matin même, la pandémie à laquelle le monde a dû faire face a accéléré des questionnements et des usages au sein des entreprises, notamment sur la question de pouvoir travailler de partout et non plus dans un lieu défini. On veut travailler de chez soi, on veut travailler au bureau, on veut travailler en mobilité et le chez soi peut même lui-même être multiple. Après, du coup, un peu plus d'un an maintenant, un an et demi de gestion d'urgence, de gestion des mesures de restriction, d'adaptation des collaborateurs. Quels sont, Adélaïde, les nouveaux enjeux des entreprises selon vous aujourd'hui ? Alors c'est vrai, il y a un an et demi, quand la crise débutait, les organisations ont eu tendance donc à réagir sur le vif. Et aujourd'hui, un an et demi après, on est plus dans une réflexion donc autour d'une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de travailler. On va appeler ça même... On s'en va vers un travail hybride, un modèle hybride. D'ailleurs, il y a certaines entreprises telles qu'Apple, PSA, ils l'ont déjà annoncé. Il y a ce changement donc, qui crée de nouveaux enjeux. Donc, on parle déjà de 3 jours en présentiel plutôt que 5. D'accord. Donc voilà, tout ça, donc, il y a déjà des réflexions en fait au sein des entreprises sur vous ne reviendrez pas 5 jours sur 5 au travail. On réfléchit sur le rythme qui conviendra le mieux non seulement à l'activité de l'entreprise, mais aussi aux volontés des collaborateurs, parce que j'imagine que ça vient des collaborateurs. Exactement. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'à la maison, en tout cas en étant en télétravail, on pouvait assurer pour certains rôles évidemment, on peut assurer son rôle. Après, donc ça c'est un premier enjeu pour les entreprises. Et puis, il y a l'enjeu surtout pour la DSI, parce qu'il y a un poids sur ses épaules. Parce que finalement, nouveau modèle hybride veut dire outils numériques adaptés. Et on a de quoi se poser la question, est-ce que les outils aujourd'hui suffisent ? Les outils traditionnels tels que le VPN, est-ce que finalement va me suffire aujourd'hui pour assurer à la fois la sécurité des collaborateurs de l'entreprise et aussi l'expérience utilisateur en tant que telle ? Donc c'est 2 sujets, parce que VPN, on n'est plus sur de la sécurité, expérience utilisateur. Donc c'est les 2 premiers sujets qui ressortent quand on parle de la mise en place d'un moderne workspace aujourd'hui. Exactement. Et on a un dernier aspect, je dirais plutôt économique, où finalement on a des réductions forcément de coûts. La DSI va être contrainte de toujours faire plus, avec potentiellement moins de ressources, moins de budget. C'est vrai que le rôle du DSI est mis à rude épreuve depuis déjà quelques années, mais encore plus depuis quelques mois. Cédric Dervaux, même question, retour d'expérience 1 an et demi plus tard, les grands enjeux que vous voyez au sein des entreprises sur la mise en place de ce Modern Workspace hybride. On peut dire que c'est une réalité aujourd'hui, cette hybridation. Surtout qu'il n'intervient pas exclusivement sur cette notion de télétravail. On vient s'intéresser au parcours numérique en fait, du collaborateur. Grâce aux outils qu'on a à disposition, on va le faire
c'est-à-dire dès l'instant où on rentre le futur collaborateur dans l'entreprise, donc même la démarche d'aller le chercher. Ensuite, on va faire un onboarding, donc on va lui offrir un certain type d'expérience. On va lui donner son environnement. Et donc là, suivant les métiers, il faut parler de use case ou en tout cas d'usage métier. On ne fait pas la même chose avec quelqu'un qui travaille sur un chariot médical, par exemple, une infirmière, et puis quelqu'un qui est contrôleur de la SNCF ou quelqu'un qui fait de la recherche et de l'industrie. Et puis après, eh bien, on va avoir la mobilité interne. Comment je fais pour bouger finalement son environnement, lui permettre de toujours lui donner les bons outils au bon moment, qu'ils soient natifs ou pas, peut-être qu'on en parlera. Et puis ensuite, il s'en va de l'entreprise. Et également, ce processus, il existe jusqu'au bout finalement de A à Z. Donc être vraiment en bout de chaîne donc, sur l'expérience collaborateur. Est-ce que, Adélaïde, les attentes des collaborateurs, pour le coup, elles sont plus élevées qu'avant ou est-ce qu'ils sont encore en train de tâtonner un petit peu ou au contraire, il y a des attentes claires sur ce qu'ils veulent ? Si. Alors déjà, les attentes des utilisateurs en général sont assez hautes envers la DSI. Elles le sont encore plus quand on travaille à la maison ou à distance. Et c'est vrai que, en général, les utilisateurs ont en tête... les outils de l'IT peuvent en fait les freiner dans leur quotidien. Ils ont en tête ce qu'ils utilisent dans leur vie personnelle, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc du coup, ça peut faire un peu on pensait que c'était un frein pour eux, pour leur quotidien. Donc l'enjeu pour la DSI, c'est aujourd'hui de mettre en place des outils qui sont faciles à intégrer dans la routine d'un utilisateur, qui va l'aider au quotidien pour ses tâches. Et il y a même des études Forrester qui dit que 70% des collaborateurs estiment qu'ils seraient plus engagés si l'IT leur mettait à disposition les outils qu'il leur faut pour être productifs. Donc le fameux casse-tête, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit fluide, il faut que l'expérience soit la meilleure possible, mais il faut qu'il y ait de la sécurité et ça vient parfois contrecarrer les premiers constats. Si on veut, Cédric, vous parliez d'assurer donc de continuité de l'expérience, du design au build et du build jusqu'au run. Comment est-ce qu'on peut conserver et renforcer la qualité d'expérience ? Pour reprendre un petit peu cette terminologie-là qui nous est propre derrière l'IT. Voilà, derrière ça, en fait, se cachent des phases de projet, tout simplement. On va venir exprimer avec le client ce qu'il a déjà, parce que beaucoup de DSI ne savent pas ou craignent peut-être que ça va être des coûts, que ça va être beaucoup d'efforts pour permettre, par exemple, la révélation du zéro touch. C'est cette expérience qui permet de donner au collaborateur, peu importe où il est, son device de façon très légère, etc. Et il n'a pas presque rien à faire dessus, en fait, il a juste à se connecter et ça fonctionne. Exactement, donc, et ça monte très rapidement, en quelques secondes, quelques minutes, ça dépend un petit peu du poids des profils qu'on peut mettre en place, mais on vient lui expliquer aussi que l'interconnexion de ces briques, et là je passe du design du coup au build, que ces phases d'intégration, eh bien, ce sont des connecteurs, parfois un petit peu de développement, mais pas souvent, puisque tout est interopérable, l'outil l'est en tout cas, et puis après on va avoir cette phase tout simplement de MCO, de maintien en condition opérationnelle. On va passer dans le run. Oui, c'est bien, j'ai pensé ma phase d'architecture, très bien, j'ai mis en place, mais qui va l'exploiter, comment? Et c'est là où, à nouveau, on s'associe à l'expérience utilisateur, parce que derrière ça, eh bien, il va y avoir des remontées d'informations. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc, on sait qu'il y a les attentes. Les entreprises mettent en place un certain nombre de choses pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Mais du coup, après, il faut la mesurer, cette expérience utilisateur. Peut-être Cédric toujours, puis après Adélaïde pour compléter. Alors, on va définir en fait tout simplement des clés de succès, des indicateurs, des KPI, comme on dit, qui vont permettre en fait des remontées d'infos. Alors, on va le faire avec Intelligence chez VMware, mais sur le principe, je vous donne un exemple très concret. Vous mettez en place toujours du zéro touch. Donc, on a cette mécanique qui permet de révéler l'environnement complet, que ce soit sur du Windows 10, du Mac ou même du Chrome, il n'y a aucun souci. L'utilisateur, donc la DSI va se dire c'est très bien, j'ai fait finalement l'effort de faire du zéro touch. Oui, mais derrière, il y a l'utilisateur. Si on fait un zéro touch en 3 secondes, il va nous dire waouh. Si on le fait en 1 minute ou 2 minutes, il va dire waouh, c'était rapide. Puis si on le fait en 5 minutes ou 10 minutes, il va dire je vais avoir le temps d'aller chercher un café. Et si ça dépasse ces 10 minutes, il va dire finalement, c'était long. Oui. Alors que ça reste finalement du digital workplace. Donc, il faut prendre effectivement en considération la façon même dont sont mis en place. C'est Adélaïde également sur cette mesure d'expérience. Ouais, c'est un intérêt de pouvoir mesurer ce qu'on met en place pour mesurer donc l'expérience utilisateur. Alors, dans les faits, on a des outils aujourd'hui. Alors, chez VMware, c'est le cas.
opérationnellement parlant, accompagne les organisations parce que on a des analyses poussées sur les applications, leur taux d'utilisation, des informations précises sur les devices, leur santé par exemple, ce qui permet finalement à l'IT, à l'admin, de pouvoir pousser des actions automatisées comme par exemple changer la batterie, proposer de changer la batterie d'un Donc anticiper en fait avant même qu'on se retrouve devant le moment où la batterie tombe en rade, si je peux l'exprimer ainsi, d'anticiper en fait la durée de vie de la batterie. Exactement. Alors je vous propose une légère pause puisqu'en fait on a Philippe qui fait des dessins des différents sujets qu'on traite tout au long du workshop. Donc on l'a vu passer très rapidement, mais on peut le remettre avec les outils digitaux. Je suis zen. Bon bah voilà, le message est passé. Les ailes me poussent, le télétravail en liberté, une réalité. Bon bah il n'y a que du positif apparemment dans le télétravail. Bon, je vais peut-être un petit peu freiner le petit bonhomme qu'on voyait sur le dessin. Adélaïde, vous avez évoqué cette question de sécurité, un sujet indispensable finalement pour les entreprises, voire même un prérequis pour la continuité du télétravail. Comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui ? Alors c'est vrai que la cybersécurité c'est un enjeu fort et l'enjeu fort aussi c'est cybersécurité et impact minimisé pour l'utilisateur. D'accord. Alors c'est vrai que cybersécurité c'est important parce qu'on s'est rendu compte que selon le César, 37% des cyberattaques sont intimement liées à la mise en place du télétravail. D'accord. Donc ça veut dire que depuis un an, on a vu une explosion finalement des cyberattaques. Et maintenant, il faut que cette source d'opportunité en fait pour les cyberattaques continue, mais qu'on soit dans des environnements plus sécurisés. Exactement. Donc finalement, il existe bien heureusement des approches, une approche et des solutions. Donc nous, ce qu'on préconise chez VMware, c'est l'approche zéro trust, zéro confiance, qui vise finalement à analyser en continu le niveau de confiance. Donc à différents niveaux. Donc ça va être au niveau de l'utilisateur, mais aussi au niveau du device, au niveau du réseau, et peu importe où cette personne se connecte, et peu importe le type aussi de device sur lequel il se connecte. Donc comment ça se passe opérationnellement parlant ? On va avoir des analyses au niveau des vulnérabilités, on va avoir une visibilité sur la posture de l'appareil, on va pouvoir mettre à jour, mettre en conformité, même à distance, un device. Voilà, c'est tous ces facteurs qui vont aider la DSI à continuer ses mécanismes de sécurisation. Et puis on va mettre aussi en place des stratégies de sécurisation des accès. Donc ce qu'on appelle des accès conditionnels, où finalement tous ces facteurs réunis, liés au device, l'identité de l'utilisateur, etc., une fois réunis, vont permettre de donner ou non accès à la personne, à l'application donnée. Alors, il y a une question que, oui, Cédric, vous vouliez peut-être intervenir. Concrètement, comme exemple, en fait, notamment les choses qui concernent le SSO, par exemple, le Signal Sign-On, ou l'authentification sur la conformité, c'est déjà des choses que l'utilisateur connaît. Il le fait sur Facebook, il le fait sur des applications qui vont lui permettre, en fait, de doubler, tout simplement, un code, un jeton qui va permettre une authentification. Bien sûr, et là, on va s'écarter exactement d'usage personnel finalement. C'est ça, puisqu'on va s'écarter des problématiques de complexité de mot de passe, par exemple, où on va associer les meilleures pratiques sur son authentification et en même temps, ce que disait Adélaïde, le terminal, lui, il est bien conforme en fait. Alors, avant de parler de terminal, parce qu'on va pouvoir y revenir, il y a quand même un sujet quand on est en télétravail chez soi, c'est qu'on fait un peu plus ce qu'on veut que quand on est au bureau, mais encore que. Mais du coup, on peut aussi avoir la tentation d'utiliser des applications qui ne sont pas forcément vérifiées par la DSI ou sécurisées par la DSI, des applications utilisées parce qu'elles seraient plus simples d'utilisation ou tout simplement parce qu'on aurait plus l'habitude de les utiliser ou autre. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue sécurité ? Ça veut dire qu'il faut surtout ne plus les utiliser aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas compatibles avec la politique de sécurité, avec le terminal ? Oui, ou l'OS par exemple, ou la version du terminal. Alors, dans ce cas précis, souvent le cycle de vie d'une application et le cycle de vie d'un OS sont différents. C'est ce qui arrive souvent. Donc l'application a un cycle de vie parfois plus long que celui d'un OS. Donc ce qu'on préconise chez VMware, c'est la virtualisation d'applications. Donc virtualisation, ça veut dire toutes mes données, mon application s'exécute dans le data center et pas en local. D'accord. Donc là, on sécurise complètement. Et en fait, on déport l'affichage via un tunnel sécurisé sur la machine. Ce qui permet finalement à l'utilisateur de continuer à utiliser et accéder à cette application
Et puis nous, chez VMware, ce qui est bien, c'est que on permet au même endroit, au même catalogue d'applications, d'accéder finalement aux applications virtuelles, j'en parlais, mais aussi tout le reste d'applications, applications SaaS, applications web. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment retrouver toutes ces ressources applicatives au même endroit. Au sein d'un environnement sécurisé. Exactement. Donc ça, c'était pour les applications. Cédric, même question, mais cette fois-ci pour le poste de travail. On est en télétravail, on est chez soi. On a peut-être effectivement sa tablette, son téléphone, mais on a peut-être aussi son ordinateur personnel. Bon, beaucoup d'entreprises équipent effectivement les collaborateurs avec des ordinateurs, mais peut-être que c'est pas toujours le cas. Peut-être que parfois on a envie d'utiliser son ordinateur personnel pour des raisons de confort ou autre. Là, pareil, c'est quel est votre avis sur le sujet? Alors, souvenez-vous, il y a quelques années, on vivait un phénomène de consumérisation, en fait, avec l'avènement consumérisation sur la téléphonie. On avait reçu le dernier smartphone à Noël, et puis on est arrivé dans l'entreprise en disant « je ne veux plus de ce GSM avec l'écriture T9, je veux utiliser mon smartphone de dernière génération ». On passe en fait au crible des modélisations. Donc, est-ce que je fais du full supervisé? Est-ce que je fais, donc c'était l'ancien Kobo, Copo, etc., qui permettait de savoir si on ouvrait ou pas l'utilisation. Nous, aujourd'hui, bien évidemment, on explique avec pédagogie, mais on respecte quand même les fondements même de l'entreprise sur ses données de sécurité et puis son cadre de sécurité. On n'interdit pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on encadre. Le fait de donner un device ou d'autoriser une application par l'authentification et la conformité, finalement, demain qu'il utilise son terminal pour accéder à ses emails, si le terminal répond aux prérequis, eh bien on peut le faire parce que l'authentification n'est pas là et moins sur le terminal, mais plus sur la personne. Bien sûr. Où est-elle? Est-ce que c'est bien cette personne-là? Est-ce qu'elle connaît le mot de passe ou pas? D'accord. Ou sur une tablette, puisque de toute façon, les applications sont natives et elle aura le même mécanique. Ça dépend vraiment des entreprises. Le curseur est à placer selon les projets. C'est ça, c'est quand même ce que je comprends, c'est que finalement, ces notions de sécurité, ça dépend aussi de la politique de l'entreprise et donc j'imagine peut-être de l'activité de l'entreprise quelque part aussi. Adélaïde, je vous vois acquiescer sur le sujet. Une question toujours peut-être sur le poste de travail quand même. Il y a le PC personnel, le PC ou en tout cas l'équipement professionnel, mais justement on peut avoir des PC, des Mac, des smartphones de différentes marques, que ce soit des iPhones ou des Android, parfois même des équipements Chrome. Pour autant, tous ces outils, il faut être capable de les configurer à distance, il faut être capable de les monitorer à distance. Est-ce que ce n'est pas un casse-tête supplémentaire pour la DSI aujourd'hui? Et tout là est l'enjeu, et de plus en plus d'organisations sont confrontées à cet enjeu-là. Évidemment, il y a une complexité opérationnelle, parce que finalement, pour les mobiles, on va avoir le MDM, pour les postes, on a des outils comme le PCLM. Et donc, multiplicité des outils pour l'organisation et du coup, des coûts plus importants parce qu'on on a une fragmentation des outils. Donc, ces outils-là sont en train d'évoluer, ce qu'on appelle vers l'UEM, la gestion unifiée de terminaux. C'est ce qu'on fait chez VMware aujourd'hui, ce qu'on propose. Et ce qui permet finalement de standardiser les process, de gérer le cycle de vie de cet ensemble en fait, de périphériques qui est assez hétérogène, mais de la même façon. Ce qui permet finalement de limiter la masterisation qui est très longue pour les entreprises, très lourde et coûteuse aussi. On a des entreprises qui vont jusqu'à 15 mois pour créer un master. C'est énorme. Et ensuite, on se rend compte que l'OS, la version du coup, n'est plus la bonne. N'est plus la bonne, donc il faut recommencer. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, la gestion unifiée de terminaux sert à ça, justement, à répondre aussi à différents cas d'usage. Cédric, tu en parlais tout à l'heure, c'est une infirmière qui a ses données patients sur sa tablette, un utilisateur qui est chez lui avec son propre terminal qui le reçoit à distance, à domicile, ou bien quelqu'un dans une chaîne logistique qui a besoin de flasher ses colis via un PDA. C'est la même chose, on adresse les cas d'usage. Il faut remettre aussi en perspective les évolutions et les cycles de vie aujourd'hui, les cycles d'évolution en fait, des différents OS et des applications, puisque tout est chaîné.
On vient faire un lien avec la conduite au changement, puisque forcément, pour bénéficier des nouvelles features, des nouvelles possibilités, des différentes solutions, déjà, il faut qu'elles soient interopérables, il faut qu'elles fonctionnent. Là, c'est le cas, par exemple. Et puis, il faut former les équipes, qu'elles soient internes chez le client, qu'il ait une équipe, qu'il ait une personne, 2 personnes, un infogéreur, etc. Il faut que tout le monde soit aligné à un instant donné pour permettre à chaque fois, la finalité, c'est quoi? C'est l'expérience. L'expérience, pour nous, en fait, de notre point de vue, c'est de dire je délivre l'environnement. Oui, mais derrière, il y a des personnes. Il faut la personne utiliser et évoluer dans cet environnement. C'est une satisfaction qu'elle doit avoir. C'est un épanouissement qu'elle doit avoir. Si elle n'a pas les bons outils au bon moment, ça ne marchera pas. C'est marrant d'utiliser ce terme satisfaction, parce que c'est un terme qu'on utilise pour des clients, et là, en fait, on l'utilise pour des collaborateurs. Enfin, l'entreprise l'utilise pour des collaborateurs. Je parlais de consumérisation tout à l'heure. Là, par exemple, le contexte sanitaire nous a encore plus engagés dans des modèles à distance. Donc, je vais sur Internet, je commande, je pose mon doigt pour monter ma carte bleue, j'achète en un clic, je reçois le lendemain. Pensez-vous pas que ça aussi, ça peut avoir un impact dans l'entreprise? Quand je reviens en disant, mais moi, mon application, quand je clique, je veux qu'elle s'ouvre tout de suite, qu'elle soit virtualisée ou pas, qu'elle soit native ou pas, et puis je la veux sur ce terminal-là, et demain, sur les sujets d'attractivité de l'entreprise, par exemple, où on va nous réclamer d'autres devices, on parlait d'opérationnalité avec tous les OS, eh bien, aujourd'hui, je travaille avec un Chromebook, demain, je travaillerai avec un PC, après-demain, peut-être avec un Mac. Il faut qu'on puisse m'offrir cette chance. Un mot rapidement de l'onboarding, parce qu'on parlait effectivement tout à l'heure de l'onboarding. On a parlé finalement des différents PC ou des différentes applications qui sont en lien avec la marque employeur et l'attractivité des talents. L'onboarding a l'air de l'espace de travail digital. Ça se passe comment? Adélaïde, directement, qui a un retour d'expérience concret à nous faire sur le sujet. L'onboarding, c'est vrai que c'est important, c'est une étape super importante dans les organisations, parce que c'est le moment de faire une bonne impression. Il faut rendre autonome le nouveau collaborateur le plus possible et comme tu disais, aussi le satisfaire dans ses premiers jours dans l'entreprise. Donc c'est vrai que moi, ça a été le cas. Je suis arrivée chez VMware il y a un an et demi, au début de la crise Covid. Et ce qui s'est passé, c'est que... j'ai arrivé dans l'entreprise, mais physiquement chez vous. Exactement. Donc j'ai reçu en fait mon ordinateur à la maison qui était préconfiguré et mon smartphone. Alors moi, j'ai pu avoir le choix. Donc j'ai choisi la marque Apple, mais comme j'aurais pu choisir une autre marque et un autre OS. J'ai pu en fait recevoir mon smartphone, ma machine, l'installer avec mes mots de passe que l'IT m'avait donnés et puis lancer en quelques minutes et grâce à évidemment ma connexion Internet, donc toutes les configurations en fait sont descendues sur ma machine. Quand vous dites l'installer, en fait, c'est commencer à travailler, c'est l'ouvrir et rentrer un identifiant et ça fonctionne. Oui, exactement. Et en quelques minutes, je pouvais, dès mon premier jour, avoir accès à mes ressources applicatives, consulter par exemple mon contrat de travail, pouvoir le signer, avoir déjà des contacts avec mes collaborateurs, retrouver mon directory, mon répertoire. Bien sûr, parce que là on rentre dans l'intégration, enfin c'est l'onboarding, mais c'est aussi l'intégration dans une équipe de manière totalement virtuelle. Exactement, j'entre dans la culture VMware à ce moment-là en étant à distance. Et c'est vrai que ça peut être fastidieux pour l'IT, ça peut être fastidieux pour moi en tant que nouvelle arrivée. C'est vrai que ça a été plutôt fluide comme expérience et j'ai pu en fait commencer mes premières tâches, mais par exemple j'ai pu me former en fait dès mon premier jour. Et donc du coup commencer à travailler, ou en tout cas, peut-être pas travailler, mais en tout cas commencer à échanger tout de suite. C'est amusant, Cédric, ce retour d'expérience que moi j'ai quand même en tête dans certaines entreprises, que ce soit moi ou des gens que je voyais arriver, l'ordinateur n'était pas encore configuré ou c'était encore les identifiants de l'ancienne personne, la boîte mail, il fallait peut-être attendre 2-3 jours, il fallait aller du coup à l'étage, au 3e étage à gauche pour trouver le service IT, mais il n'était pas là parce qu'il était parti sur autre, et puis finalement on mettait 4 jours à configurer en fait nos ordinateurs. Là maintenant qu'on est à distance et que du coup il y a un facteur de stress supplémentaire, il faut que ça fonctionne tout de suite, quoi. On met en place des workflows pour ça. On vient paralléliser en fait un certain nombre de tâches et de services avec des compétences différentes. La RH, il faut par exemple que la RH donne la bonne information à l'outil pour que l'outil dise oui, je vais provisionner de façon automatique, puisque
quel est le métier de la personne qui arrive. Et puis, on va mettre en place des scénarios qui vont permettre de lier une grappe applicative, de lier une notion de sécurité, est-ce qu'elle a le droit ou pas de se connecter, sur quel site, etc. Tout ça, on va l'encapsuler dans un profil, et c'est ce qu'on fait. On fait un pré-montage finalement du device, et on va faire une personnalisation fine au moment où on le reçoit. Ce qui est important, c'est qu'à travers cette expérience, on va même encore plus loin que l'onboarding, c'est-à-dire que ce qui est fait en effort pour réaliser en fait cet onboarding est valable aussi peut-être dans la MCO. Demain, Adélaïde, tu es en panne, il te suffira en fait de rendre ton terminal, on va t'en donner un nouveau et tu vas réaliser la même expérience. Et finalement, il n'y aura pas de rupture de service. L'immobilisation qu'on pouvait avoir avant, en disant ah bah j'y vais et puis on va l'ouvrir et puis on va enlever le disque. Repasser demain. Et, puis... et pendant ce temps-là, je fais quoi? Ça, c'est pareil, on vient le gommer. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là sur le modern management, le digital en tant que tel, qui servent en plus à beaucoup d'autres expériences. Donc le zéro touch dont on parlait tout à l'heure, finalement, est également le même quand il s'agit d'entretenir ou de maintenir en fait les appareils. En fait, l'idée derrière, c'est qu'on se sente quand même appartenir à une entreprise, même si on n'est pas physiquement dans le lieu de l'entreprise. Le lieu de l'entreprise n'est plus le seul facteur d'appartenance à l'entreprise. Exactement. Certains vont le réclamer. Certains d'autres vont le subir, c'est oui, c'est vrai. À nous de donner les outils qui permettront de révéler cette expérience. Bon, j'ai encore quelques questions pour vous, mais je ne suis pas le seul, donc on va prendre vos questions. On va commencer avec Mohamed. Et j'ai l'impression que Mohamed et Issaka, d'ailleurs, vous avez une question qui est assez similaire. Je vais prendre celle de Mohamed et je vous lirai les deux, mais la réponse ce sera, à mon avis, la même. Mohamed qui vous dit, dans les pays où la connexion est de mauvaise qualité, est-ce que vos solutions pourraient être de la même qualité? Question d'Issaka, comment peut-on utiliser VMware One en Afrique, Workspace One plutôt, en Afrique, surtout dans le Sahel où l'Internet est un enjeu majeur qui freine la transformation digitale. Donc, même question sur l'utilisation de cette solution dans des zones où l'accès à Internet est plus compliqué. Là, il y a l'exemple de l'Afrique, mais je pourrais vous donner pas mal de régions en France où la question est la même. Sûr, des agences bancaires, mais il y a plein d'endroits où... Alors, ça reste le nerf de la guerre, c'est-à-dire que cette notion de débit et d'échange, puisqu'on va challenger en fait l'infrastructure et le device, peu importe lequel, il y a un moment, il faut qu'il y ait quand même un flux, d'accord? C'est obligatoire. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est d'aller suffisamment loin ou dans la préparation de la machine et ou dans sa personnalisation pour séquencer les tâches. D'accord? Par exemple, on s'est déjà retrouvé avec des goulots d'étranglement où, dans une entreprise, mais même à la Défense, où on a la fibre, eh bien, vous avez 120 utilisateurs qui reçoivent un nouveau smartphone, par exemple. Et simultanément, vous avez quasiment 120 personnes du même service qui vont demander leur provisioning. D'accord. Ça, ce schedule, ça s'organise. On va faire un bout de provisioning directement au travail, généralement les couches de sécurité, les applications métiers, et le reste, eh bien, peut-être sur un Wi-Fi à la maison, tout simplement. Voilà, donc c'est des choses. On peut avoir par exemple des solutions Chrome OS avec des kiosques où le provisioning c'est 3 secondes. Voilà, donc c'est très différent, mais puisque l'ensemble des outils de toute façon à distance, voilà, donc tout est envisageable. Tout est envisageable, donc du coup c'est à la carte entre guillemets pour l'entreprise, pour la satisfaction collaborateur, du coup, si je comprends bien. Toujours une solution. Un nouveau dessin que l'on voit apparaître avant de revenir un petit peu sur les échanges que vous avez avec vos clients. Donc, standardiser les process sans rupture de service, c'est simple. Il faut aligner les outils, avoir des collaborateurs bien connectés. Ça, c'est sûr que ça commence par ça. Et justement, Adélaïde, quand vous échangez avec vos clients sur ce sujet général de créer une expérience fluide pour les collaborateurs. Est-ce que c'est un sujet d'actualité chez eux ou est-ce qu'il faut faire de la pédagogie et qu'est-ce qui ressort des échanges? Ce qui ressort, c'est qu'il y a une volonté d'unification de l'expérience, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec différents devices, on l'a dit, à la fois l'ordinateur, le laptop, le smartphone ou parfois la tablette. Ce qui a d'important, c'est que l'utilisateur puisse en fait retrouver la même expérience, ne perde pas de temps à retrouver toutes les applications qu'il a besoin en fait au quotidien. Bien sûr. Donc l'unification, c'est une expérience unifiée. Exactement. Donc c'est vraiment le point sur lequel ils mettent l'importance, c'est on veut offrir une expérience unifiée Exactement. À mon collaborateur, qui soit en région parisienne, qui soit à Bordeaux, Exactement. Dans le sud-est ou dans l'entreprise. Et jusqu'à son device personnel qui est
potentiellement, si l'entreprise, l'organisation le souhaite, bien sûr, peut, sur sa tablette, par exemple, personnelle, accéder à cette même expérience. Donc ça va, en fait, dès qu'on est en lien avec l'entreprise, il faut que l'expérience soit exactement la même, qu'il n'y ait pas d'expérience dégradée, si je comprends bien. Oui, une cohérence. Il y a des points de blocage peut-être, des craintes sur l'expérience On n'aurait pas de métier sinon. Non, oui, c'est ça. Il y a quand même des moments où vous intervenez, oui, j'imagine. Alors ce ne sont pas des craintes en tout cas, parce qu'il faut vraiment que les DSI soient conscientes qu'elles ont souvent 80-90% des outils pour le faire. Le plus souvent, et je le disais tout à l'heure, ce sont des connecteurs. Il existe un certain nombre de programmes, suivant les plateformes, qui vont nous permettre en fait de lier les outils. Dès l'instant où les outils sont liés, finalement, vous avez ce management prédictif, ce management organisationnel, peu importe les métiers d'ailleurs, qui vont me permettre de toute façon de descendre les configurations. Il n'y a aucun souci. Et donc ça me permet de faire le lien avec l'accompagnement. Du coup, c'est un peu ce que vous venez de me dire, c'est un peu ce que j'imagine, vous dites aux entreprises. Il n'y a aucun souci. Alors, bien sûr, il y en a toujours. Il y a des challenges. Voilà, c'est ça. Il y a des challenges, il y a des choses comme ça. Ce que l'on vient aussi dire au-delà de l'implémentation des outils, dans l'architecture, etc., c'est la conduite au changement. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Il est facile de croire que de mettre dans les mains une belle expérience, quelque chose de simple, par exemple sur le Zero Touch, suffira à rendre l'expérience bonne pour l'utilisateur. On a quand même aujourd'hui tous des sensibilités à l'outil informatique qui fait que non, il faudra aller plus loin. On parle souvent de l'humain, on parle de renonder, d'avoir quelqu'un quand même au cas où au téléphone, etc. Donc ça ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup du chemin. Et Adélaïde, pour finir rapidement, on a connu les bureaux comme argument de marque employeur, on connaît de plus en plus les équipements comme argument de marque employeur. Est-ce que demain, l'expérience de travail unifiée, l'expérience de travail à distance sera à prendre en compte pour l'attractivité des talents et sera du coup à prendre en compte au niveau RH? Bien sûr, et ça commence déjà. Alors, je peux donner encore l'exemple de VMware, ça a été le cas. Pouvoir, par exemple, donner le choix à un utilisateur de la marque de son device, ça a un poids. Bien sûr, ça a un poids, surtout quand on veut faire le lien avec ce qu'on utilise dans sa vie personnelle. Et c'est clair que ça peut être un avantage compétitif sur le marché quand on est une entreprise où on veut se démarquer. Donc oui, absolument, c'est un vrai avantage. Un vrai avantage et un vrai argument de marque employeur. Exactement. Du coup, merci beaucoup Adélaïde Maillard. Merci Cédric Dervaux, Adélaïde Maillard. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Digital Workspace chez VMware. Cédric Dervaux, Country Manager France chez Mobinergy. Et merci à vous pour votre participation active. On a répondu à la majorité de vos questions. Il y a eu quelques réactions également. Je vous laisserai aller les découvrir directement sur le chat. Merci à vous et on se retrouve dans un instant.